Bonjour Marina Gvaskov, vous êtes chercheuse épidémiologiste à l'INSERM et vous dirigez un groupe de recherche en santé publique dont les travaux visent à améliorer la connaissance sur l'endométriose. Vous êtes aussi présidente du comité scientifique de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Expliquez-nous un peu le rôle du comité scientifique et comment il fonctionne. Alors le rôle du comité scientifique, ça va être à la fois d'identifier un petit peu des priorités de recherche pour pouvoir orienter l'appel à projet et faire une proposition de grands thèmes de recherche prioritaires au comité exécutif de la Fondation. Et puis ça va être surtout ensuite de mener l'évaluation des projets scientifiques qui sont soumis à la Fondation pour financement. Et donc la manière dont ça fonctionne, donc actuellement on est 12 membres, c'est un comité scientifique international qui est composé de membres qui sont français mais qui viennent aussi du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Australie, donc c'est vraiment international. On a essayé de représenter vraiment différents types d'expertise au sein du comité scientifique. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que par projet, on a décidé d'avoir 3 évaluateurs. Donc pour chacun des projets qui est soumis, 3 membres du comité scientifique vont évaluer le projet, vont rédiger un rapport, vont attribuer une note de 0 à 5. Et ensuite, ces commentaires et ces notes sont discutés lors de réunions du comité scientifique. Et donc là, on va discuter chacun des projets jusqu'à obtenir un consensus et un accord de tous les membres sur la note finale qui est attribuée. Les projets sont évalués sur leur qualité méthodologique. On va aussi regarder la qualité du projet en termes d'innovation, en termes de faisabilité, en termes d'impact dans le domaine de l'endométriose, ça c'est très important. Donc la Fondation a été créée en janvier 2021 et il y a déjà eu un premier appel à projet qui a été lancé en juillet 2021 et les résultats sont parus en décembre de l'année dernière. Donc là maintenant, on est en train de travailler avec le comité scientifique sur un deuxième appel à projet qui va être publié en mai et les résultats seront en octobre 2022. Un des enjeux pour la recherche sur l'endométriose est le diagnostic, afin d'avoir des outils fiables, précoces et non invasifs. Donc, quels sont les axes de recherche aujourd'hui concernant ces nouvelles approches dans le diagnostic ? Alors, dans le diagnostic de la maladie, c'est vrai que c'est très important d'étudier, de rechercher des biomarqueurs de détection précoce de la maladie pour avoir des outils non invasifs qui permettront de détecter plus précocement la maladie. Et donc, dans ce domaine, il y a plusieurs équipes dans le monde qui travaillent sur différentes signatures biologiques de la maladie dans différents types d'échantillons. Que ce soit le sang, les urines, la salive ou encore l'endomètre. Ce qui est fait dans ces études, c'est qu'on essaie de déterminer qu'est-ce qui différencie les malades des non-malades en termes biologiques, en termes moléculaires, génétiques, dans tous ces échantillons. Et on va essayer de chercher la présence, par exemple, de glycoprotéines. Donc c'est ce qui est fait pour les marqueurs tumoraux, par exemple, en cancérologie. On va rechercher la présence d'enzymes, la présence de cellules immunitaires, la présence de tout un tas de marqueurs. Ça peut être aussi des marqueurs génétiques, des micro-ARN ou des marqueurs épigénétiques. Et c'est une recherche qui est très importante parce que ça permettra à terme de détecter plus précocement la maladie. Bonjour Axelle Woolport, vous êtes actuellement chercheuse à l'Institut Pasteur et l'un de vos projets a été sélectionné pour être cofinancé par la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Ce projet répond à un enjeu crucial qui est le diagnostic de la maladie. Comment avez-vous eu l'idée de ce projet et quels sont ses enjeux ? Bonjour. Alors, dans l'endométriose, le problème majeur, c'est le retard au diagnostic. Il est aujourd'hui estimé entre 7 et 10 ans en France. Alors, ce retard peut être dû à plusieurs choses, principalement la diversité des symptômes de la maladie, mais aussi la méconnaissance de la maladie par les professionnels de santé de premier recours, mais aussi les méthodes de diagnostic actuelles de la maladie. Actuellement, les diagnostics d'endométriose reposent souvent sur la chirurgie, alors qui est quand même une méthode invasive et que l'on utilise rarement en première intention au début des plaintes des patientes. Et autrement, l'autre méthode de diagnostic actuelle, c'est l'imagerie, alors l'IRM ou l'échographie. Mais cette imagerie nécessite une expertise
pour la lecture et pour l'identification des lésions d'endométriose. Et ces experts sont très inégalement répartis sur le territoire, ce qui ne donne pas les mêmes chances de diagnostic à toutes les patientes. Donc l'enjeu principal de notre projet, c'est de proposer un nouvel outil diagnostique en allant identifier des biomarqueurs spécifiques de la maladie. Alors la recherche de biomarqueurs dans l'endométriose, c'est un sujet au niveau mondial qui est très très étudié. L'innovation principale de ce projet, c'est d'utiliser des nouvelles techniques de biologie moléculaire qui permettent d'analyser de façon séparée l'ensemble des cellules qui sont présentes dans l'endomètre et d'être plus discriminant dans nos analyses et donc dans l'éventuelle détection de biomarqueurs. Votre approche est originale. Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur le sang menstruel ? Alors les pertes menstruelles, elles contiennent du sang, mais aussi l'ensemble des différents types de cellules que l'on peut retrouver dans l'endomètre. Donc pour nous, c'est vraiment une approche qui nous permet de collecter ces cellules de l'endomètre de façon non invasive, puisqu'on les récupère via les cups menstruels des patientes. Nos analyses préliminaires nous ont permis de nous rendre compte aussi que la qualité des cellules que l'on récupérait dans le sang menstruel était très bonne et nous permettait de faire nos analyses de façon performante. Et ce n'est pas le cas, par exemple, quand on travaille avec la salive, par exemple, où les cellules se dégradent très rapidement dans la salive et où les données sont très difficiles à exploiter par la suite. Et c'est aussi un problème qu'on rencontre quand on travaille avec l'urine, puisque la variation des concentrations des différentes molécules dans l'urine varie au cours de la journée. Donc c'est vrai que le fait de travailler avec le sang menstruel nous permet d'être non invasif et de garder la qualité, de préserver la qualité des cellules et du coup de l'information que nous allons collecter. Alors il s'agit d'une étude exploratoire, préliminaire et pilote. En quoi consiste-t-elle ? Alors, c'est une étude pilote dans laquelle on va inclure 5 patientes atteintes d'endométriose profonde dans un premier temps. Et on a défini toute une série de critères d'inclusion de façon à s'affranchir de l'ensemble des éléments qui pourraient perturber l'analyse des résultats. Donc, par exemple, on a mis comme critère que les femmes ne devaient pas avoir de traitement hormonal pour ne pas avoir à prendre en compte cette composante dans nos analyses. Ces femmes vont nous apporter leur cup menstruel au premier ou au deuxième jour des règles, le jour le plus abondant pour elles, au laboratoire. Et nous allons directement éliminer les globules rouges et garder l'ensemble des cellules que nous allons préparer pour les analyses génétiques futures. À l'issue de ce projet, quelles perspectives envisagez-vous et quelles applications concrètes pour la maladie ? Alors le premier objectif de cette étude pilote, c'est déjà de valider la technologie de biologie moléculaire qu'on va utiliser, voir si elle est assez puissante pour détecter des biomarqueurs dans les pertes menstruelles. Et ensuite, comme c'était une étude pilote qui n'a inclus que 5 patientes sur un type particulier de la maladie qui est l'endométriose profonde, ça sera d'étendre ces analyses à d'autres groupes de patientes, en augmentant les effectifs au-delà de 5 patientes, et de l'étendre à des patientes atteintes d'endométriome ou d'endométriose superficielle. Et de façon à avoir des biomarqueurs discriminatifs des différents types de la maladie. À l'issue de ce projet, quelles perspectives envisagez-vous et quelles applications concrètes pour la maladie ? Alors, une des perspectives à plus long terme de ce projet, c'est d'identifier des biomarqueurs qui seraient prédictifs de la réponse aux différents traitements, que ce soit les traitements hormonaux ou les traitements chirurgicaux, puisqu'actuellement on sait que certaines patientes répondent à certains types de traitements hormonaux et pas à d'autres, certaines récidivent après la chirurgie. Donc il serait intéressant d'avoir des biomarqueurs prédictifs pour proposer les meilleurs traitements adaptés à chaque patiente. Une autre perspective, c'est de pouvoir aussi identifier de nouvelles cibles thérapeutiques de façon à proposer aux patientes des alternatives aux traitements hormonaux et à la chirurgie. Merci d'avoir partagé ce projet ambitieux avec nous et ces importantes perspectives pour la maladie. Bonjour professeur Nisol. Vous êtes chef du service de gynécologie et obstétrique et responsable du centre d'endométriose pluridisciplinaire
du centre hospitalier régional de la Citadelle à Liège et vous êtes également professeur à l'Université de Liège. On sait que pour une prise en charge adaptée, il est important de faire un dépistage précoce de la maladie. Y a-t-il des précautions particulières à prendre chez la jeune fille, en particulier pour éviter toute approche anxiogène ? Je pense qu'un diagnostic d'endométriose chez une jeune fille n'est pas synonyme de problème éternel à vie, parce qu'on va évidemment, bien sûr, assurer le traitement et la prise en charge correcte. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas... Moi, souvent, ce que je leur propose, c'est de ne pas aller voir sur Internet toute la définition et tous les différents stades d'endométriose, parce que sinon, elles vont se reconnaître dans toutes ces descriptions. Donc, je pense qu'il faut... C'est à nous, professionnels de la santé, de vraiment leur expliquer quel est le stade de l'endométriose, quelle est l'évolution et quelle est la prise en charge pendant des années, finalement. Docteur Agnès Suc, vous êtes pédiatre au Centre hospitalier universitaire de Toulouse et vous avez initié un projet d'accompagnement sur les adolescentes souffrant de dysménorrhée sévère. Ce projet est soutenu financièrement par la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Docteur Suc, pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené à vous intéresser à l'endométriose en tant que pédiatre et à initier ce projet ? Donc moi, je suis responsable d'une structure douleur chronique pédiatrique et comme la plupart de mes collègues, on a été depuis quelques années excessivement étonnés par le fait de voir arriver un certain nombre de jeunes filles, donc des adolescentes avec un âge variable, qui arrivent avec des diagnostics de dysménorrhée sévère et pour lesquels le diagnostic d'endométriose se pose, soit qu'il soit complètement affirmé dès la période de l'adolescence, soit avec une idée d'une possibilité d'une endométriose qu'il va falloir surveiller et qui va éventuellement pouvoir se développer plus tard à l'âge adulte. Donc on a été très frappés de voir tout arriver, toutes ces jeunes filles, avec plusieurs soucis qu'on a, en tout cas nous en tant que pédiatres. Le premier, c'est que la douleur, c'est un phénomène extrêmement complexe dans lequel il y a beaucoup d'intrications et souvent, et à l'heure actuelle, les jeunes vont globalement pas très bien sur le plan psychique et donc il y a des intrications qui font que ces enfants, en tout cas la répercussion de la douleur est vraiment très importante. Et puis d'autre part, on a vu aussi ces jeunes filles qui arrivaient avec beaucoup de... Alors, soit avec leur mère qui arrivait elle-même atteinte d'endométriose, soit en ayant pris connaissance sur beaucoup de réseaux sociaux sur l'endométriose et avec beaucoup de préjugés, ou en tout cas de notions dont on se disait qu'elles étaient difficiles à appréhender et savoir vraiment qu'est-ce qui préoccupait ces jeunes filles, quels étaient leurs soucis et qu'est-ce qui était important pour elles. Donc comme on ne connaissait pas tellement, et en tout cas il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle sur l'endométriose, mais la cible de l'adolescente reste encore assez méconnue, on s'est dit qu'il fallait vraiment écouter et pouvoir se donner les moyens d'entendre ces jeunes filles, de savoir quelles étaient vraiment leurs problématiques, quelles étaient leurs craintes, de façon à pouvoir adapter des outils qui soient adaptés pour leur accompagnement et leur suivi. Alors on a monté ce projet de façon pluridisciplinaire avec l'ensemble des professionnels qui sont amenés à prendre en charge ces enfants. Donc que ce soit du côté de la pédiatrie, les gynécopédiatres, les gastropédiatres, les gynécologues adultes qui vont être amenés à rencontrer ces adultes dans quelques années. Et puis avec un laboratoire de psychologie, de sciences humaines et sociales, le laboratoire interdisciplinaire de solidarité société-territoire de l'Université Jean Jaurès, de façon à pouvoir analyser de façon avec des analyses qualitatives de très bonne qualité, vraiment comprendre le vécu de ces jeunes filles pour pouvoir adapter effectivement leur prise en charge. Docteur Élodie Chantala, vous êtes gynécologue au CHU de Toulouse vous-même et l'endométriose tient une place importante dans votre pratique. Quelles sont les difficultés de prise en charge aujourd'hui des femmes ? Oui, alors moi je suis chirurgien gynécologue au CHU de Toulouse et effectivement plusieurs problématiques sont soulignées dans cette prise en charge de la maladie endométriosique et un des plus importants c'est la problématique du diagnostic. Effectivement aujourd'hui nous à l'âge adulte on voit arriver en consultation des patientes qui ont présenté une errance diagnostique
qui va souvent de 5 à 10 ans. Donc ces patientes-là, elles arrivent en consultation avec des douleurs qui au départ étaient pendant les règles, c'est-à-dire cataméniales, et qui deviennent au final chroniques, voire permanentes. Donc ces douleurs ont un retentissement sur la qualité de vie qui est important. Il y a eu un absentéisme scolaire, puis un absentéisme professionnel, et donc cette errance diagnostique a un impact très important sur la qualité de vie. Donc il faudrait raccourcir ce délai diagnostique. C'est pour ça que ce projet chez l'adolescente, pour réduire ce délai de prise en charge, est très important pour la première entrée en consultation chez l'âge adulte. Mais au-delà, effectivement, de pouvoir raccourcir ce délai de prise en charge, il est important de pouvoir, chez l'adolescente, les rassurer dans cette prise en charge de l'endométriose avec un mot qui est posé, un diagnostic qui est posé. Donc vraiment, ce projet me semble essentiel dans la prise en charge de l'endométriose de façon globale qui ira de l'adolescente jusqu'à l'âge adulte. Docteur Suc, on comprend à travers votre témoignage et celui du docteur Chantala combien le parcours de la femme, et en particulier de la jeune fille, dépend de la qualité de la prise en charge initiale. Donc en quoi votre projet va permettre d'améliorer et va ouvrir sur de nouvelles perspectives? Ce qui nous semble essentiel, c'est de pouvoir entendre ces jeunes filles dès l'apparition des premiers symptômes, qu'elles puissent d'abord accepter de se plaindre de leurs symptômes et qu'elles trouvent en face d'elles des interlocuteurs avisés. Ça nous semble très important de comprendre vraiment très spécifiquement quelles sont leurs craintes et quelles sont leurs appréhensions vis-à-vis de ce diagnostic, de façon à pouvoir répondre à ces craintes et à ces appréhensions. On sait que la douleur, ça laisse des traces, donc on sait très bien, et ça c'est quelque chose de très connu dans la douleur chronique, que de la façon dont on va traiter une douleur dans l'enfance ou dans l'adolescence va dépendre la façon dont un adulte va tolérer cette même douleur quand il sera à l'âge adulte. Et puis on sait que la douleur, ça a aussi beaucoup de répercussions sur la qualité de vie, sur l'absentéisme scolaire, beaucoup d'autres conséquences. Et ça nous semble tout à fait fondamental de pouvoir traiter et en tout cas prendre en compte tous les effets secondaires de la maladie dès le diagnostic pour ne pas laisser des choses se développer qui seraient compliquées à prendre en charge plus tard. Et justement, votre approche est originale et c'est une des raisons pour lesquelles le comité scientifique de la Fondation l'a retenue. Expliquez-nous un peu comment vous allez être au plus près justement de ces adolescentes et de leurs préoccupations. Quelle est un peu la méthodologie que vous utilisez ? Donc on a décidé d'utiliser une méthodologie d'analyse qualitative, donc en lien avec le laboratoire interdisciplinaire de solidarité Société-Territoire de l'Université Jean Jaurès, qui est dirigé par Olivia Troupel. Et l'idée, c'est de mettre en place des focus group, c'est-à-dire des entretiens de groupe, au travers desquels on va essayer que les jeunes filles puissent exprimer, et essayer de comprendre véritablement quel est leur vécu et quelles sont leurs inquiétudes, tout en se départissant un petit peu de tout ce qu'elles peuvent entendre de la part de leurs parents parfois, de la part des réseaux sociaux, en tout cas vraiment d'être au plus près de leurs préoccupations et de leur vécu à elles. Donc cette approche qui prend en compte le ressenti des jeunes filles, en fait, devrait permettre justement d'être au plus proche d'elles. Quand votre projet sera développé, quelles seront les conséquences et quelles seront les retombées de ce projet justement sur cette prise en charge initiale des adolescentes ? Donc l'idée, c'est que notre projet s'intègre dans le cadre d'une filière de soins globale, de la filière de soins générale, de l'adolescence à l'âge adulte jusqu'à plus tard. Donc clairement, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la filière de soins endométriose. Notre préoccupation, c'est de prendre en compte les endométrioses et de traiter tous les facteurs associés, tous les facteurs de comorbidité, de façon à ce que ces jeunes filles puissent avoir des ressources en elles. Et on souhaite aussi pouvoir leur donner des ressources de façon à ce qu'elles ne soient pas passives devant la maladie, mais qu'elles puissent être actrices de leur maladie, sans être complètement non plus affolées par leur devenir, mais en tout cas se dire qu'elles vont pouvoir devenir femmes, devenir mères, y compris si ce diagnostic est posé. Et qu'il n'y ait pas de fatalisme au diagnostic d'endométriose à l'adolescente. Vous parliez de filière et de parcours de soins, donc comment va s'articuler cette première consultation d'adolescentes avec le reste du parcours de soins et avec notamment vos collègues, les autres équipes ?
Alors je crois que la prise en charge de l'endométriose, c'est vraiment une prise en charge globale qui comprend évidemment les gynécologues, les chirurgiens, pédiatres et adultes, les gastro-entérologues, parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes filles qui arrivent avec des diagnostics de douleurs abdominales qui sont en fait des endométrioses. En tout cas, toute la filière de soins, associée avec les structures douleurs pédiatriques, puis après les structures douleurs chroniques, de façon à pouvoir offrir la prise en charge la plus globale possible à ces jeunes filles et traiter toutes les facettes de leur vie que risque d'impacter l'endométriose. L'endométriose, il y a le problème de la douleur physique, il y a le douleur de la souffrance morale et psychique, il y a les conséquences sur l'absentéisme scolaire, sur l'absentéisme professionnel. Toutes ces facettes autour de l'endométriose doivent être prises en compte dès le départ en se focalisant spécifiquement sur ceux qui préoccupent les adolescentes en premier lieu. Docteur Chantala, comment voyez-vous votre pratique s'insérer justement dans ce parcours de soins ? Nous, à l'âge adulte, on a mis en place justement ce parcours de soins en créant une filière de soins de l'endométriose où en fait les patientes sont prises en charge de l'infertilité, si elles en ont, puisque il n'y en a pas toujours avec l'endométriose, mais elles peuvent être prises en charge de l'infertilité jusqu'à leur ménopause précoce, en passant par la chirurgie, en passant par une discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire. Elles voient des gastro-entérologues si besoin, des chirurgiens digestifs et de nombreux spécialistes de l'endométriose, ce qui permet d'accompagner la patiente du début du diagnostic jusqu'à finalement la fin de sa vie génitale et sa sortie de maladie de l'endométriose. Donc, ce qui va nous permettre d'englober finalement ces jeunes patientes dès le diagnostic dans ce parcours de soins fléchés. Donc l'endométriose, effectivement, comme l'a dit le docteur Suc, il faut que ce soit un parcours de soins global qui englobe des psychologues, des soins accompagnant cette prise en charge et que chaque praticien soit sensibilisé. Il faut qu'aujourd'hui, l'endométriose, ce soit dans la bouche de chaque médecin un diagnostic différentiel possible pour avoir évoqué la maladie et il faut la rechercher. Une fois qu'on l'a, effectivement, elle est diagnostiquée et il faut rentrer dans ces parcours de soins fléchés pour faciliter l'accès aux soins et le soin de la patiente. Mais au-delà de cette prise en charge pluridisciplinaire dans un seul centre, il faut, je crois, et c'est ce qui est fait dans de nombreuses régions, créer un réseau de soins régional englobant tous les acteurs de soins, que ce soit les structures publiques, privées, qui seront affichées comme prenant en charge l'endométriose de façon optimale. Donc on voit heureusement qu'on est en train d'améliorer sans cesse ce parcours et notamment à travers les filières. Je sais que vous travaillez aussi sur de nouvelles pistes de recherche notamment, donc pouvez-vous nous en parler ? Oui, j'ai aussi la chance d'avoir pu intégrer l'équipe INSERM de l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires au CHU de Rangueil. Et en fait, nous travaillons sur un projet de création de nouveaux modèles d'études pour l'endométriose, parce que jusqu'ici, c'est vrai que les modèles d'études étaient surtout chez le petit animal. Donc de nombreux biais ont été mis en avant sur ces modèles d'études et nous essayons de créer de nouveaux modèles d'études liés à l'humain pour notamment étudier l'expression des récepteurs aux œstrogènes qui sont, on le sait, intimement liés à la genèse de la maladie. Donc au-delà de ces projets de recherche fondamentaux aussi, de nombreuses équipes transdisciplinaires sont impliquées dans ces projets, et notamment les gastro-entérologues, les médecins qui s'occupent aussi des traitements immunosuppresseurs, puisqu'ils sont sensibilisés à la pathologie, puisqu'on sait aujourd'hui que l'immunité rentre en compte dans la genèse de la maladie. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ces projets transdisciplinaires pour que chacun soit sensibilisé à la pathologie et qu'on puisse ouvrir de nouvelles voies d'études pour mieux comprendre et mieux traiter cette pathologie. Grâce à ces échanges, nous voyons combien de questions se posent encore en recherche sur l'endométriose et les besoins immenses pour la recherche. C'est la raison pour laquelle la Fondation pour la recherche sur l'endométriose a commencé à financer dès la première année de sa création des projets de recherche et continuera à financer de plus en plus de projets pour répondre justement à ces besoins de recherche. Le prochain appel à projets de la Fondation aura lieu au mois de mai 2022, soutiendra de nouveaux projets qui seront sélectionnés notamment sur leur qualité scientifique et également pour l'intérêt qu'ils représenteront dans le bien des malades. C'est grâce au soutien financier des particuliers et des entreprises qui sont attachés à cette cause que la Fondation pourra réaliser son ambition d'accélérer la recherche sur l'endométriose.